Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre participation pour ce webinaire sur un sujet spécifique autour du RPA, sur lequel on a voulu donner un titre qui est comment la robotisation des processus intervient-elle à chaque étape de la transformation digitale dans un secteur. On a pris un exemple un peu particulier au niveau de la finance. Ouais. Alors, je vais me présenter très rapidement. Donc, Patrice Villemagne, je suis en charge de toute la partie technologie innovation pour Tech Data France, et je serai accompagné donc de Stéphane Hugo de la société Mindset. C'est ça. Je vais te laisser te présenter, Stéphane. Très bien, merci. Très rapidement, moi je m'appelle Stéphane Hugo, je suis cofondateur et associé d'un cabinet qui s'appelle Mindset Consulting. Alors Mindset, c'est un mauvais jeu de mots que ni les francophones ni les anglophones arrivent à voir sur le logo, mais enfin j'espère que moi ça restera dans l'esprit de chacun. Donc c'est un cabinet qui a été créé il y a un petit peu moins de 10 ans aujourd'hui, donc on ne peut plus s'appeler non plus un jeune cabinet. Et en tout cas, on est dédié autour de tout ce qui est autour de la performance et l'excellence opérationnelle. Et donc à ce titre, on intègre un certain nombre d'outils, on intervient sur un certain nombre de missions, et notamment un des moyens de répondre à ces exigences, c'est de mettre en œuvre des solutions de RPA, de robotisation des processus. Alors, quand on entend parler de RPA, aujourd'hui, il semble, on voit qu'il y a de plus en plus d'appétence de la part des différentes organisations. Qu'est-ce que tu observes, toi, auprès de tes clients, et puis, si c'est le cas, dans quel contexte? Ouais. Donc, déjà, premièrement, la robotisation, c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, j'ai commencé à bosser il y a à peu près maintenant 20 ans, un peu moins de 20 ans, et déjà à l'époque, il y avait ce genre d'outils. Donc, évidemment, aujourd'hui, la technologie fait que on a ouvert de nouveaux champs, que ces outils sont capables de faire beaucoup plus de choses qu'auparavant, sont beaucoup moins sensibles aux changements qu'il peut y avoir sur les systèmes. Et donc, oui, aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour ce type d'outils. Pour plusieurs raisons, et j'essaierai de démontrer ça pendant la présentation qu'on va faire là, notamment au travers d'une petite vidéo qu'on a faite sur un des sujets particuliers qui est le Procure to Pay. Mais oui, en effet, de plus en plus de clients sont intéressés pour intégrer ce genre d'outils, notamment dans la finance, parce que c'est un des secteurs qui manifestement a compris l'intérêt de ce genre d'outils, voit la possibilité d'automatiser, robotiser, d'industrialiser un certain nombre de tâches. Et donc voilà, mais ensuite, on peut aussi travailler sur de la RH ou même de la production, quelle qu'elle soit. D'accord. Alors, pour aller directement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, cette transformation digitale, comment la robotisation va faciliter justement cette transition? Alors, moi, j'ai essayé de représenter ça un petit peu au travers de ce slide-là. Le RPA, moi, je le vois comme une fusée à 3 étages. Donc, il est, dans le cadre d'une transformation digitale, à mon sens, opportun, quelle que soit la phase de votre transformation digitale. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de digitalisation, de mise en place d'un certain nombre d'outils. Évidemment, c'est des choses qui sont coûteuses, c'est normal. Il y a beaucoup d'outils, de revoir les process, former les gens, etc. Et pourtant, la robotisation peut avoir du sens tout au long de sa transformation digitale. Pourquoi? Parce que déjà, à l'initialisation, c'est-à-dire qu'avant de vraiment démarrer cette transformation digitale, on peut avoir l'intérêt en mettant la robotisation pour déjà avoir des premiers résultats de robotisation. La raison est simple, parce que sur la robotisation, finalement, on touche très peu, voire pas au système existant, dans le sens où on va utiliser les interfaces utilisateurs, dans la grande majorité des cas, pour pouvoir réaliser ce type de choses. Donc là, on fait une application exacte des procédures, on observe ce que fait un utilisateur sur une activité, et un scénario va enregistrer, on va le segmenter pour pouvoir bien l'exécuter et pouvoir bien identifier, savoir où on en est dans le scénario, éventuellement aussi faire des choix à un moment dans le scénario. Et donc finalement, avec un très faible investissement, on a déjà des premiers résultats. Donc vraiment, là, on est vraiment dans le cas typique où on se dit, je veux lancer, il faut qu'on fasse quelque chose sur notre activité, et avant de commencer à lancer des appels d'offres, à rencontrer tout un tas de suppliers, de vendors, etc., et ben, déjà, on peut quand même déjà mettre en place un certain nombre de choses. Sur la deuxième partie, c'est-à-dire que vous avez déjà lancé cette transformation digitale, l'idée là, c'est plutôt de l'accompagner.
grâce à la robotisation, on est capable d'identifier et prioriser les activités qui sont candidates à la digitalisation. Et donc se dire, voilà, je suis en capacité, grâce à la robotisation, de se dire ça, c'est un domaine d'activité qui, lui, a un intérêt pour être vraiment mis sur un outil bien spécifique, changement de RP, nouvelles procédures, etc., intégration d'un nouveau système, interrogation de systèmes tierces, etc. Là, l'idée, ça va être de pouvoir se dire, on va accompagner ce changement car on est capable de voir ce qui est plus à même de subir, enfin, de subir en tout cas, d'accepter une transformation digitale. Et donc là, c'est aussi la bonne occasion pour redécouvrir les processus. Combien de fois chez nos clients, on peut voir que finalement, des processus n'en ont que le nom, et c'est aussi un bon moyen d'en remettre ça là. Donc là, c'est vraiment dans l'idée, le deuxième étage de la fusée, c'est de dire j'accompagne ma transformation. Et puis il y a la troisième partie qui est aussi importante, c'est-à-dire vous avez réalisé votre projet de transformation, notamment pour parler de la mise en place d'un ERP, eh bien il existe toujours des parties qui n'ont pas pu être migrées, soit parce que c'est une activité qui va encore perdurer, mais qui ne justifiait pas un investissement sur ce nouveau système, soit parce que c'était trop complexe. Et donc là aussi, la robotisation peut avoir intérêt, en sorte de ce que j'ai appelé moi la voiture balai, d'être en capacité de ramasser tout ce qui finalement n'aura pas pu être digitalisé avec la transformation numérique. Donc, pour très simplement, un moindre coût, parce qu'encore une fois, c'est des outils où on touche un minimum de choses, on utilise fortement les interfaces utilisateurs, on va être capable de pouvoir accompagner cette transformation digitale tout au long de son cycle de vie. D'accord. Alors, par rapport justement, je dirais, à la nature du cabinet Mindset, ce que vous faites au quotidien, vous avez une approche, je crois, particulière justement sur la mise en place d'une solution de type RPA. Alors, en effet, nous, on intervient, comme je vous disais, on est un cabinet qui est spécialisé dans tout ce qui est performance opérationnelle, et il existe tout un tas de bonnes pratiques, notamment de projets d'amélioration et de résolution de problèmes. Et notamment, nous, on applique une méthode qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années, notamment dans l'industrie, mais les services aujourd'hui en sont friands. C'est d'appliquer ce qu'on appelle un projet DMAIC. DMAIC pour définir, mesurer, analyser et améliorer et contrôler, le I, innovate ou améliorer en français. Et donc c'est bien un processus de résolution de problèmes ou d'amélioration des processus. Et à ce titre, on utilise le RPA pour accélérer ce type de projet. Il n'est pas rare qu'un projet de DMAIC, c'est quelque chose qui normalement dure entre 12 et 18 mois. Grâce aujourd'hui à un certain nombre d'outils et notamment à la robotisation, on va vraiment accélérer toute cette démarche de projet. Et donc on peut arriver, alors nous on préconise des itérations de MAIC, et donc les consultants au sein du cabinet vont être en capacité de dérouler une itération, ça sur une période de 6 à 8 semaines. Voilà. Donc vous voyez bien qu'on a vraiment contraint cette problématique de temps d'une façon sur laquelle on a des résultats extrêmement rapidement. D'accord. Voilà. Donc, ce que moi je peux en dire sur la mise en place de ces démarches, encore une fois, c'est que ça fonctionne déjà. C'est quand même aussi une révolution dans le monde de l'amélioration des processus. Évidemment, il faut impliquer les opérationnels. C'est un projet informatique, mais c'est surtout un projet pour les opérationnels. Donc, il va falloir être avec eux au quotidien, en tout cas même dans les premières phases, définir, mesurer. Ça va être un bon moyen aussi de challenger les procédures. Combien de fois j'ai vu, moi, sur ce type de démarche, que finalement, le fait simplement de revoir ensemble les procédures avec l'opérationnel et dans les démarches DMAIC, ou en tout cas Lean, on appelle ça aussi un Gemba Wall, c'est-à-dire de suivre l'opérationnel au quotidien, de voir ce qu'il va faire et pourquoi il le fait, et de se rendre compte finalement il y a tout un tas d'habitudes, peut-être justifiées de temps en temps, c'est pas forcément les plus nombreuses, peut-être un peu moins justifiées, en tout cas où on s'écarte des procédures et finalement qui impactent et impliquent d'autres tâches derrière que l'opérationnel d'ailleurs ne s'en rend pas forcément compte. Et l'enfer est pavé de bonne intention, l'opérationnel pense bien faire et derrière ça génère d'autres problématiques. Moi j'ai vu le cas par exemple assez récemment chez un gros client qui
faisait des factures de débours, prenant un sachant la facture de débours, et pour des problématiques où l'opérationnel n'allait pas chercher les bons taux de change, eh ben, ils se sont retrouvés avec des impayés de plusieurs centaines de millions de dollars, parce que voilà, c'était cumulé sur l'année, d'impayés, puisque les factures de débours, de refacturation derrière, étaient refusées. Donc, avec derrière un impact, avec monter une équipe de crise, une task force, etc., pour pouvoir récupérer voilà, ces montants. Donc voilà, ces phases-là, encore une fois, ça s'inscrit dans une démarche d'amélioration. La robotisation, une fois qu'on a bien mis en place ces procédures, valider ces procédures, on va voir ce qu'on va mettre en place dans une première itération assez facilement, pour pouvoir robotiser, industrialiser ce type de démarche. Voilà. Donc ça, c'est important. Il faut évidemment tendre vers des objectifs qui sont atteignables. Souvent, il y a un petit peu l'engouement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on démarre sur ce type de projet, on dit on veut tout résoudre. On veut tout faire d'un coup. Et le mammouth, encore une fois, doit se manger en coupant en morceaux. Donc voilà, il faut itérer, il faut faire des itérations. Mais encore une fois, sur les premières itérations, on a des résultats qui sont assez importants. D'accord, et comme tu dis, c'est vrai que le fait de rediscuter avec les personnes, on détecte, comme tu dis, c'est une évolution permanente et on exactement, le principe est bien d'assister l'opérationnel dans son quotidien. On n'est pas là pour dire dis-moi ce que tu fais et je vais le robotiser. C'est d'identifier quelles sont les tâches qui sont à faible valeur ajoutée, la ressaisie. Hein, j'ai bien aimé une remarque d'un de mes collègues qui m'expliquait que finalement le web c'était quoi? C'était un formulaire. Et c'est vrai, quoi. C'est vrai que d'un point de vue humain, on est beaucoup à remplir des champs. Voilà pour la petite blague, mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de tâches sur lesquelles on pourrait éviter un certain nombre d'erreurs, d'avoir la congestion aussi dans la capacité à faire. Mais on pourrait les robotiser et se concentrer sur des tâches qui, elles, nécessitent de l'analyse d'un sachant et avancer comme ça. Voilà. Donc nous, encore une fois, on met en place la robotisation, on peut le faire sans ce type de démarche, encore une fois. Là, on est sur une démarche qui est cadrée, qui est encore une fois reconnue et qui nous permet d'avoir des objectifs clairement définis dans les phases définir. On a défini quels sont les KPI, les indicateurs clés de performance sur lesquels on va actionner sur le processus, que ce soit sur les temps de traitement, que ce soit sur les capacités, sur les taux d'erreur. Voilà, comment on peut intervenir sur ce type de processus. Alors c'est vrai, je te posais un peu cette question parce que souvent, quand on parle de RPA, on parle un peu de robotisation et la notion de robot, c'est à un moment, le robot va remplacer l'humain. On est un peu dans cette logique-là. Bon, là, comme tu dis, c'est vrai qu'on est vraiment sur une complémentarité entre les deux et justement gagner en efficacité pour tout le monde. Oui, même si les robots sont capables de faire de plus en plus de choses pertinentes, évidemment, il n'en reste pas moins qu'il y a tout un tas de procédures ou de contextes qu'il faut prendre en compte et sur lesquels un humain est indispensable et il se sert bien du robot comme un assistant dans la réalisation de ses tâches au quotidien. D'accord. Alors dans ce contexte, justement, il y a un écosystème qui s'est créé autour justement de toute cette partie RPA, donc Mindset, vous avez créé un écosystème et entre autres, vous faites appel au travers d'un éditeur qui vous permet justement d'avancer sur cette partie RPA. Donc voilà, donc nous on a, aujourd'hui il existe plusieurs outils sur le marché. Nous on a choisi de travailler avec Automation Anywhere pour un certain nombre de raisons, notamment sur la proximité qu'on a avec eux. On a des consultants qui sont évidemment formés aux outils qui sont certifiés. Donc ça c'est évidemment quelque chose qui est important. Je parlais des consultants, pour un rappel, Mindset Consulting, on a deux types de profils, les consultants dits fonctionnels qui eux sont certifiés Green Belt in Six Sigma, donc encore une fois qui sont en capacité de dérouler des projets d'MAIC et surtout de bien creuser le processus et bien de comprendre comment le processus s'exécute et finalement tirer la scientifique moelle de ce type de process. Donc ça c'est le type business analyst qui va intervenir. Et on intervient en binôme avec un consultant qui lui est certifié à la technologie Automation Anywhere
pour pouvoir faire des intégrations les plus pertinentes, les plus performantes, puisque l'idée étant encore une fois, et ça je l'ai vu beaucoup chez des clients, c'est-à-dire de faire un scénario et de le laisser tourner et puis s'apercevoir au bout de 2 semaines que il y a quelque chose qui a changé et donc il faut faire appel à l'intégrateur pour pouvoir modifier un certain nombre de choses, pour rendre ces robots qui soient robustes, qui soient encore une fois le moins sensibles à la modification du système eux-mêmes. Il peut y avoir tout un tas de changements sur un site web, sur une application, où il va y avoir des choses qui vont bouger de place, etc. Donc il y a il y a des bonnes pratiques pour les intégrer, et voilà, c'est le genre de choses qu'on fait avec notre partenaire Automation Anywhere. L'intérêt aussi de ce type d'outils, je vous disais tout à l'heure, c'est des outils qui sont finalement assez anciens d'un point de vue informatique, mais c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont pour moi encore une fois éprouvées, mais conçues surtout évoluer. Donc on a ce qu'on appelle la partie enterprise, là, qui est bien la partie de l'exécution du robot, donc on va avoir qui est scindée elle-même en deux parties, la partie créateur et la partie finalement d'exécution des runbots, donc ceux qui vont exécuter. Et puis vous avez 2 briques là sur le slide là, qui sont le Bot Insight, qui lui va apporter une couche de ce qu'on appelle finalement du business activity monitoring, qui va superviser l'activité de l'ensemble de ces robots. Donc comme un superviseur, il va être en capacité en temps réel de vous dire combien de fois le scénario est exécuté, là où éventuellement il y a pu avoir des différences entre ce que vous aviez identifié et ce qui se passe. Potentiellement aussi de bifurquer avec des scénarios sur lesquels il y a des conditions et de dire dans ce cas-là, voici le scénario que je prends et voilà comment je le finalement on dérive la procédure principale pour arriver sur une procédure soit dégradée, soit complémentaire, etc. Et puis vous avez ensuite tout ce que propose Automation Anywhere, c'est la partie IQBot qui, elle, en fait, intègre un certain nombre, notamment de parties déjà préconfigurées, et notamment grâce à l'intelligence artificielle, qui vont être des véritables accélérateurs dans la mise en place de ce genre d'outils. Ça peut être de la reconnaissance d'écriture, et notamment je commence à voir arriver ça chez nos clients, des factures qui arrivent en chinois. Donc je sais lire une facture en anglais, je sais lire une facture en allemand. En chinois, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Mais l'outil va être capable de pouvoir identifier un numéro de SIRET, un montant, une quantité, reconnaître le produit, etc. Donc ça, ce sont des accélérateurs, et ça, voilà, Automation Anywhere permet ce genre de choses. L'exécution, que j'aurais historique, encore une fois, même qui a su évoluer dans le temps. Le pilotage de tout ça avec cette supervision, et encore une fois, on sait que combien c'est important de comprendre et de suivre en temps réel les processus. Et d'ailleurs, dans la partie des MAIC, c'est la partie ce qu'on appelle contrôle, et donc là qui est intégrée dans l'outil, et des accélérateurs au cas par cas, encore une fois, soit de connexion, soit de reconnaissance, d'identification de patterns préexistants sur un certain nombre d'éléments. D'accord. Pour nous mettre tout ça, justement, je dirais sur un cas pratique, tu nous proposes un cas d'usage particulier, qui est cette notion de procure to pay. Alors, oui, alors l'idée, là, c'est de vous montrer une petite vidéo alors, qui a pour vocation de vous montrer comment très simplement, en se connectant à un ERP, enfin 2 ERP, même le ERP de la société qui a fait appel à des sous-traitants, reçoit les factures et va vérifier chacune de ces factures et contrôler au sein de son ERP qu'elles correspondent bien à une commande existante. Et donc on va mettre en place ce petit scénario là, vérifier la boîte mail. Donc on va se connecter à une boîte mail. Dans ce cas-là, on a choisi la facilité, on est allé sur une boîte mail Gmail dans laquelle on extrait des factures en pièces jointes. On va vérifier que dans la facture, il y a bien toutes les données nécessaires pour comparer dans le système comptable. On va identifier si oui ou non il y a des erreurs. Et à la fin, on va même être en capacité de faire un petit reporting pour se dire, voilà, j'ai traité tant de factures et j'ai mis dans un fichier Excel les écarts potentiels que je peux avoir. Ça peut être sur les quantités, ça peut être sur des taux de TVA, sur des montants, et d'envoyer ça à soi-même ou à son manager. D'accord. Donc l'idée, c'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo, si elle se lance bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une petite vidéo. Vous n'hésiterez pas à nous indiquer, vous avez vu que vous avez un chat qui est disponible à tout moment. Donc, si jamais vous rencontrez un petit souci, vous n'hésitez pas à saisir un petit message rapide. Donc, on va lancer la vidéo. C'est parti et Stéphane va commenter. Ok. Ou pas.
petit souci de... Tout petit souci vidéo. de mise en place. Alors, s'il ne la veut pas, on va faire. Ne bougez pas. On va se refaire en mode technique. Voilà, c'est parti. Merci. Donc, là, on est sur ce qu'on appelle le processus dit procure to pay. Classique, encore une fois, là, on l'a fait sur un ERP qui est assez, qui est connu, qui est un outil qui est utilisé par pas mal de PME, mais on aurait pu faire l'exercice sur du SAP ou autre, de l'Oracle, etc. Ok, donc là, l'outil va se connecter à la boîte mail. Il identifie déjà les nouveaux emails entrants, donc ceux qui n'ont pas été traités, donc là dans le cas lu ou non lu. Donc là, il y a des petites feuilles qui s'affichent. On les a laissées pour pouvoir vous ayez le temps de voir ce qui se passe à l'écran. Donc là, ce qu'il a fait, je vais revenir juste un petit peu en arrière. Il a récupéré des informations devant la pièce jointe, des informations de la facture. D'accord. Donc ensuite, là, il va se connecter à l'ERP. Il récupère identifiant password qui sont propres au robot, ce qui permet d'avoir aussi une grande traçabilité de tout ce qui est fait. Il va se connecter à la partie commande. Il va récupérer au sein de la facture qui était extraite dans le PDF de la facture, il va récupérer ce numéro de commande et va ressaisir ce numéro de commande au sein du système. Il retrouve cette commande. Il fait les actions nécessaires pour voir le détail de la facture et de voir les conditions qui étaient demandées, donc le type de produit, les montants, les quantités. Et là, il va récupérer, de la même façon, extraire les informations présentes dans le document. Donc là, il identifie un certain nombre d'écarts, des factures entre ce qu'il a eu dans la facture versus ce qu'il a pu observer dans la commande. Ici, ce sont les prix hors taxe qui diffèrent. Les prix TTC, alors j'ai du mal à voir, j'ai un petit peu loin pour moi, diffèrent aussi, sont extraits. Et là, il va créer ce type de choses. Donc là, il va refaire pareil pour la deuxième facture. Et il va de la même façon aller chercher la commande. Et donc voilà, il y a une notion de traçabilité dans tout ce qui est fait. Encore une fois, là, on l'a ralenti pour que vous puissiez voir ce qui se passe, mais ceci se passe évidemment très rapidement, et tout ça au travers des interfaces utilisateurs. Un des points intéressants aussi à mentionner, moi j'ai eu la chance de travailler avec un organisme qui était basé en Afrique, où le réseau Internet était extrêmement sollicité en journée. Et donc l'intérêt aussi de la robotisation, ça a été de pouvoir faire tourner les robots en dehors de ces périodes où le réseau était fortement sollicité. Alors je parle de truc parce que c'était mon client, mais j'imagine que dans certaines aussi structures, on peut avoir ce type de problématique, y compris en France. Et donc clairement, toute la partie de sollicitation du réseau, elle a pu être différée dans le temps. Okay, donc là, on voit qu'une fois qu'il a fait le contrôle de toutes ces factures, il va créer un email dans lequel il envoie à son manager en intégrant la pièce jointe avec l'ensemble des raisons qui indiquaient la différence entre les montants hors taxe, les montants, etc. Donc ça, c'est un exemple, encore une fois, qui est extrêmement simple. Moi, j'ai la chance de pouvoir émettre plusieurs dizaines de factures par mois. Et je ne vous cache pas que ce type d'action, y compris pour une société de notre taille, là, de 70 personnes, et ben, c'est un gain de temps extrêmement important pour une petite structure comme la nôtre. Et donc, évidemment, quand on lance un certain nombre de robots sur des CSP, où là, on parle de plusieurs milliers de factures par jour, bon, on voit tout l'intérêt de ce genre de choses. Bien sûr. Donc là, on l'a fait vraiment sur un petit cas. Encore une fois, c'était pour illustrer les choses. Mais on peut évidemment faire un certain nombre de choses beaucoup plus complexes, en passant par les systèmes, au travers de Citrix, au travers d'aller chercher, d'interroger des systèmes un peu plus anciens. Voilà, tout un tas de possibilités sont offertes grâce à l'automation. Voilà. D'accord. Là, c'est vrai qu'on a vu, il y a plein de dimensions possibles qu'on peut adresser par rapport à ces différents exemples. Est-ce qu'on peut faire un bilan des gains tangibles et intangibles?
facilement, enfin, ouais, très clairement. Donc moi, encore une fois, un des points que je vois fortement en tant que gain, c'est finalement tendre vers le zéro défaut. Ce qui, encore une fois, au sein du cabinet, c'est quelque chose qui nous préoccupe, c'est comment tendre vers l'excellence opérationnelle. Là, ici, encore une fois, on va exécuter exactement les procédures qui ont été définies ensemble pendant la phase définir. Il peut y avoir différents scénarios possibles, mais en tout cas, on sait qu'une fois qu'on a lancé ce scénario, on va arriver à un résultat qui est celui qui était prévu. Et donc il n'y a pas d'informations manquantes ou erronées, de ressaisie, etc. Ensuite, il y a toute la partie traçabilité et audit. Encore une fois, on peut exactement savoir ce qu'on peut faire. Et ça, c'est aujourd'hui extrêmement important de pouvoir identifier qui a fait quoi à quel moment. Et donc, ça s'applique aussi pour ce type d'outils des robots. Et donc, au travers notamment ce que je vous disais tout à l'heure, de la partie Insight. Évidemment, c'est cette capacité à augmenter la productivité. Le temps d'exécution d'un scénario, on a pu observer, nous, on gagne environ 6 à 7 fois le temps qu'un humain pour browser l'ensemble des écrans, de faire en moyenne, ça c'est sur quelques dizaines de processus. On voit qu'en gros, on gagne 6 ou 7 fois la capacité à faire. Ce qui est important. Voilà. Et là, on est vraiment avec un seul robot. Après, on a la capacité, encore une fois, de scalabilité, de démultiplier. Et donc là, on va pouvoir exécuter 1, 2, 3, 5 robots. Et ça, c'est extrêmement intéressant, notamment dans les processus financiers, puisque on va plutôt recevoir des factures à certaines périodes dans le mois, en fin de mois, ou à certaines périodes de l'année. Et donc là, on va être en capacité de pouvoir absorber ces flux qui sont nettement importants. Et là où, dans certains cas, et je l'ai vu chez des clients, on fait appel à de la main-d'œuvre externe, donc ils ne connaissent pas forcément toutes les procédures sur lesquelles il va falloir qu'il y ait une période d'apprentissage, et bien là, on va, entre guillemets, simplement paralléliser ces robots, et on a une capacité qui est infinie, dans le sens où vous pouvez mettre de 3000, 5000 robots à exécuter cette tâche en parallèle. Les mettre en parallèle. Okay. Donc, améliorer l'expérience et la solution client, moi j'insiste sur ce point-là, encore une fois, c'est un assistant à l'opérateur. Il va réellement retirer de la charge de travail de l'opérateur les tâches, encore une fois, qui sont consommatrices de temps. L'idée étant, encore une fois, pas de remplacer la personne, puisque c'est là où tout l'intérêt vient de s'appuyer sur sa connaissance du process, et de pouvoir le délester de ces tâches qui sont répétitives et sur lesquelles potentiellement en plus des erreurs peuvent arriver. Réduction des coûts de traitement jusqu'à 70% si on regarde à l'unité d'une facture, évidemment, entre ce que je vous disais sur le temps est passé par un opérateur sur ce type de sujet, le cas des recontrôles de factures erronés, et voilà, c'est encore une fois beaucoup de temps de gagner, et donc ce qui, encore une fois, nous intéresse, tendre vers l'excellence opérationnelle. D'accord. Avant de se lancer sur un projet directement, est-ce que tu as des préconisations ou les bonnes questions à se poser justement pour entamer, je dirais, un premier projet? Enfin, un premier ou plusieurs projets d'ailleurs. Donc, avant de se lancer, parce que c'est j'espère vous donner un peu envie de vous intéresser à ce type d'outil, mais il faut encore une fois bien comprendre vers où on veut aller. Donc, nous, on adopte une démarche qui est de se dire, on va qualifier finalement les processus candidats à ce type d'automatisation. Déjà, on va les qualifier, c'est-à-dire que potentiellement certains ne sont pas robotisables, en tout cas facilement. Et donc, ou alors au prix d'un certain effort qui potentiellement n'est pas forcément intéressant. Donc déjà, on va les évaluer. Donc là, nous, on met en place une première étude où on va finalement faire du scoring de processus. On va échanger avec les métiers et nous, on a nos grilles d'analyse qu'on partage avec nos clients sur lesquels on aura scoré les processus en fonction d'un certain nombre de critères. La complexité mise en œuvre parce que des données ne sont pas forcément disponibles. Le fait que ce que l'on croyait être une procédure n'en est en fait pas une, c'est-à-dire que vous posez à 5 opérateurs différents la question comment on fait cette tâche-là, et s'il y a 5 réponses différentes, c'est que potentiellement il y a des choses à revoir. Ça peut être l'occasion justement
forcément de la formaliser et de la robotiser, c'est une possibilité, mais en tout cas, voilà, il y a un certain nombre de critères sur lesquels on va s'intéresser pour pouvoir se lancer au processus. Et nous, à la fin de tout ça, on a un livrable sur lequel on va avoir une roadmap finalement de la robotisation. Et encore une fois, à la lumière de votre transformation digitale, c'est-à-dire il y a forcément des choses qui se passent sur votre SI, il y a des choses qui évoluent, et donc tout ça, on le prend en compte dans notre étude et analyse. Voilà. Donc ça, c'est notamment ce que je considère, moi, comme étant une plus-value du cabinet, c'est-à-dire bien préparer ce type de choses. Encore une fois, c'est extrêmement tentant de vouloir se dire « je me lance dans la robotisation du processus ». Il faut le qualifier, il faut le quantifier. Sur une démarche DMAIC, comme tout à l'heure, il y a la partie définir, sur laquelle potentiellement on dit « attention, on a défini les attendus sur tout ça, et on voit qu'on ne sera pas en capacité d'y aller, donc on fait un no-go sur la suite du projet ». Dans une vraie démarche DMAIC, il est possible d'avoir des no-go sur certaines phases de projet. D'accord. Okay. Merci beaucoup pour ce cas d'usage, puis ces premiers conseils. Mais je crois que tu as deux annonces importantes à nous faire. Oui, je saisis l'occasion de ce webinaire pour deux choses. La première, c'est pour rappeler que nous, de façon régulière, nous on fait des petits déjeuners. Alors là, prochainement, on va en lancer un sur tout ce qui est, encore une fois, maîtrise et amélioration de vos processus. Donc ça, on fait intervenir un certain nombre de clients, de personnes qui sont connues sur la place sur ce type de problématique. Et l'idée étant d'avoir alors petit déjeuner, parce que c'est plutôt en début de journée sur lesquels un format donc justement qu'on veut assez limité dans le temps pour pouvoir échanger sur les choses vraiment importantes. Et donc là, pour les problématiques de grève que vous entendez un petit peu aussi, j'imagine que vous êtes subissez, on n'a pas encore fixé complètement la date pour éviter de reporter 2 ou 3 fois. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter et puis suivre les actualités sur LinkedIn ou sur notre site web. On annoncera la date dès qu'on aura pu la caler. Deuxièmement, l'autre annonce, c'est pour ceux qui pensent qu'il y a un intérêt chez eux. Nous, on a une prestation de ce que je disais tout à l'heure là sur la qualification des processus, la préqualification des processus. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire une demi-journée sur le terrain avec vos équipes, son métier, pour pouvoir, encore une fois, qualifier et quantifier finalement la mise en place de ce type d'outils. Donc là, c'est une prestation qu'on fera de façon gratuite pour les gens qui nous envoient la demande après ce webinaire, en faisant référence au webinaire, pour nous indiquer qu'ils souhaiteraient bénéficier de cette prestation, ou un binôme, comme je vous le disais tout à l'heure, un binôme de consultants chez nous, un consultant business analyst, donc fonctionnel, et un consultant certifié RPA, qui auront à la fin de la journée un livrable et qui permettront de encore une fois, bien se dire, si on se lance dans ce type de sujet, voilà le processus qui devrait être le premier à être robotisé. Et voilà. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces annonces et toute cette présentation, ce cas d'usage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on arrive un petit peu, je dirais, au bout de la présentation. Donc, on va passer en fait aux questions-réponses parce que je vois qu'il y en a pas mal qui sont tombées. Donc, je vais relayer ces questions-là auprès de Stéphane. Alors, une première question. Damine, bonjour. Est-ce que ces process lancés par le robot nécessitent l'ouverture d'une session interactive sur le poste de travail? Alors, il y a plusieurs façons de se connecter. Non. Aujourd'hui, alors c'était le cas il y a, pour le coup, quand moi j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là il y a 20 ans. Oui, il était nécessaire de le faire. Et d'ailleurs, c'était une des raisons qui posait problème pour les raisons de sécurité, où moi j'ai vu des cas où on enfermait un laptop, enfin c'était pas un laptop d'ailleurs, un poste de travail dans un placard à balai avec une clé, le responsable du plateau avait la clé. Non, aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de le faire. Les robots peuvent tourner en shadow et donc vous avez ce qu'on appelle des fermes de robots qui vont s'exécuter de façon complètement, j'ai envie de dire, silencieuse, dans le sens où il n'y a pas nécessité d'ouvrir une session dessus. D'accord. Question de Rémi. Bonjour, le robot a-t-il la capacité d'analyser un document et de trouver les informations, quel que soit le type du document, que ce soit un PDF, un Word, une image ou un format différent? Et là, dans ton exemple, le document ressemble à un template créé par la société cible et non de ses clients.
Donc là pour la démo, on avait créé un template, mais comme tous les ERP le font, c'est-à-dire que chaque ERP a un template, et donc potentiellement, vous avez raison, chaque client peut avoir sa présentation des informations sur une facture. Maintenant, justement, avec ce genre d'outils, on va être en capacité de pouvoir identifier plus facilement des chaînes de caractères, reconnaître même aussi ce que je disais tout à l'heure, des caractères qui sont chinois ou autres, et donc notamment par ces accélérateurs. Donc, et ça, c'est aussi grâce à l'intelligence artificielle, avec de la reconnaissance. C'est-à-dire que vous vous faites un apprentissage sur un certain nombre de factures, et vous lui montrez les zones qui correspondent pour ce client à des montants hors taxes, à des totaux. Alors ça peut être des zones et surtout des patterns qu'il va identifier. C'est-à-dire que même si cette information n'est plus en bas à droite, mais elle vient à changer de page ou être remontée, etc., et ben, il va reconnaître quand même ce pattern parce qu'il aura retrouvé un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre de le faire. Donc oui, sur différents supports, que ce soit évidemment de l'image, ça peut arriver beaucoup dans beaucoup de structures qui scannent les factures, qui ne sont pas forcément OCRisées, elles sont simplement sous forme d'image, et ça permet aussi de traiter ce type de document. Mais vous avez raison, ça peut être ce type de document, ça peut être aussi du fichier Excel. Enfin voilà, il y a aujourd'hui, et notamment dans le store, puisqu'il y a un store sur AA, et je vous invite à aller vérifier par vous-même, et ben vous avez des composants qui sont prêts à l'emploi justement pour ce genre de choses. Et donc, un exemple typique, si par exemple vous avez des déclarations à faire, notamment avec l'État, que ce soit sur les TVA, des choses comme ça, vous avez des choses déjà qui sont déjà préconfigurées. Comme ça, c'est vraiment un accélérateur sur ce type d'activité ou de process. D'accord. Damien nous pose une question. Les robots doivent être installés sur des serveurs indépendants ou directement sur le poste de travail? Est-ce que ça serait compatible dans un environnement Citrix? Bon, c'est très précis là. Donc, oui, c'est très précis, mais ça correspond en fait, le début de la question correspond à la première tout à l'heure. Donc, oui, ça s'installe sur des serveurs, et aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne, notamment aussi pour le pilotage de tous ces robots, c'est-à-dire à quel moment ils doivent être exécutés, à quelle fréquence, etc. Ça, c'est une première chose. Et oui, et ça c'est pareil, vous pouvez aller vérifier sur le site d'AutomationAware, c'est compatible avec un environnement Citrix. D'accord. Une autre question, combien de temps prend un premier projet de type RPA? Difficile à dire. Alors oui, c'est difficile à dire parce qu'en fait finalement ça dépend de l'ampleur du process. Ouais. Vous allez voir un Auchan et vous leur parlez de procure to pay. Évidemment, le processus est extrêmement complexe, long, etc. Mais donc l'approche qu'on a, nous, c'est de le faire en mode itératif. Donc déjà, vous avez les premiers résultats, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les 6 à 8 semaines. Donc l'idée est bien d'identifier si c'est tout ou partie du processus qu'on peut robotiser. Ouais. Est-ce que ça a d'ailleurs un intérêt de tout faire d'un seul coup? Il faut se poser la question. Combien de fois j'ai aussi vu des initiatives qui ont été lancées et qui ont été arrêtées parce qu'on a voulu être trop ambitieux et finalement on ne maîtrisait pas ce qu'on faisait. Il faut rester humble devant la complexité. Rappelez-vous qu'il y a quand même un certain nombre de comptables qui se sont cassés les dents sur comment remplir convenablement les factures. Quand on l'explique comme ça, réconcilier une facture avec une commande, ça paraît tout simple. Les factures multicommandes, les commandes multifactures, les quantités erronées, les réceptions de marchandises non réalisées ou après, etc. Vous avez tout un tas de cas de figure qui peut être fait. Donc tout ça, encore une fois, c'est bien de segmenter et on est là pour vous aider sur cette façon de faire. D'accord. Tu as parlé beaucoup de la notion de DMAIC sur le projet, comment réaliser. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est une obligation pour implémenter du RPA? Non, ce n'est pas une obligation. On peut, encore une fois, se lancer dans du RPA sans avoir une connaissance du DMAIC. Nous, le DMAIC, on l'apporte comme étant quelque chose qui apporte de la structure et de la rigueur dans la mise en place de l'amélioration ou de résolution de problèmes, de l'amélioration des processus. Donc, encore une fois, on déroule une démarche qui, encore une fois, a
selon mon point de vue, puisque je suis à l'initiative de ça au sein du cabinet avec mon associé André Azarial, d'avoir cette rigueur. Et là, on est encore une fois dans le monde de la finance et de la comptabilité. Donc, vous avez des gens qui sont en face de vous qui sont aussi qui ont une certaine rigueur, notamment sur les chiffres. Et donc, il faut avoir des choses qui soient cadrées. Et ça nous aide dans cette démarche. Donc, non, c'est pas un prérequis, c'est pas obligatoire. De notre point de vue, ça nous semble beaucoup plus efficace et surtout avec une certitude d'arriver avec des résultats à la fin qui est un peu plus voilà, aléatoire dans d'autres cas. D'accord. Je vais le dire comme ça. Autre question d'Amine. Quels sont les modes de contrôle qu'on peut mettre en place afin de nous assurer de la bonne exécution des procédures et des processus automatisés? Pas seulement la bonne fin d'exécution, mais aussi la fiabilité. Oui, ce que je l'évoquais un petit peu rapidement tout à l'heure, c'est l'idée finalement de bien segmenter son scénario. Je vois que la personne qui pose la question manifestement a déjà vu ce genre de choses. Si vous faites des scénarios qui sont beaucoup trop longs, et ben finalement vous ne savez pas très bien à quel moment où ça se passe. Donc finalement, là c'est là où on fait un petit peu pour moi c'est du gros bon sens. C'est-à-dire que si vous arrivez à découper votre procédure, votre procédure, votre scénario en 10 petits scénarios, et ben déjà vous savez dire à quel moment il s'est arrêté. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, notamment c'est le cas avec la plateforme, avec Automation Anywhere, avec Insight, c'est de mettre des KPI pour finalement jalonner l'exécution et la bonne exécution, et de récupérer d'ailleurs des volumes, des montants, des KPI, et qui vont faire du reporting. Donc il y a une partie, encore une fois, j'ai appelé ça du business activity monitoring, ça notion un petit peu de BI derrière, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de rajouter un élément tiers derrière, de rajouter du Power BI, du tableau, etc., pour essayer de refaire un cockpit de supervision de la robotisation, puisque c'est déjà intégré dans la plateforme Automation. D'accord. J'espère que vous répondez à la question. Oui, je pense. Allez, on va prendre les deux dernières questions. Donc, quelle est la différence selon vous entre UiPath et Automation Anywhere? C'est une bonne question. Chacun a ses avantages, ses défauts. Moi, je suis pas là pour benchmarker. On a fait un choix. Donc, il a été de prime abord fait sur un certain nombre de critères. Le choix, il est aujourd'hui Automation Anywhere. Nous, on a testé aussi la solution UiPath. Elle a beaucoup d'attraits, notamment visuellement, même si Automation Anywhere a, à mon sens, repris l'avantage assez récemment. Il est clair sur le sujet. UiPath était de prime abord, semble-t-il, plus facile d'accès. Je trouve, moi, Automation Anywhere, mais encore une fois, je suis partenaire d'Automation Anywhere, donc je vous donne moi un argument qui m'a fait faire que j'ai choisi ce type de solution. Et il me semblait, en tout cas de ce que j'ai pu voir, qu'elle était on était plus en capacité de paramétrer un certain nombre de choses et d'aller plus loin dans les scénarios, de faire des scénarios plus chiadés. Voilà. C'est encore une fois mon avis. Il est certainement avec un certain nombre de biais que j'assume. Voilà, on peut en discuter ensemble. Maintenant, voilà, il existe un certain nombre, encore une fois, d'acteurs sur le marché, et tant mieux. Ça permet encore une fois de pouvoir challenger les solutions et d'ailleurs. Un Automation Anywhere dans un certain cas de figure peut être plus pertinent que UiPath et certainement inversement dans d'autres cas particuliers. Ouais. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a la partie Insight, donc la partie reporting qui est intégrée, et la partie, encore une fois, BotStore qui, pour le coup, est quelque chose aussi qui ouvre vraiment des perspectives autour de l'intelligence artificielle. Allez, on prend la dernière question de Florent, qui est assez large, qui est quelles sont les bonnes pratiques pour l'industrialisation du RPA? Oui, elle est large. Ah, voilà, ouais. Encore une fois, c'est de la rigueur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la partie DMAIC. Dans la proposition de service que l'on fait, c'est encore une fois d'avoir une qualification et une quantification, finalement, un scoring des process. Et donc derrière, vous avez finalement une roadmap des processus à industrialiser. Donc déjà, vous avez une vision de ce vers quoi vous voulez tendre. Et donc ça implique un certain nombre de choses. C'est-à-dire que on va pouvoir dimensionner un certain nombre de choses, on va voir est-ce qu'on peut le rendre scalable, à quel moment, quels sont les systèmes qu'il va falloir interroger, quelles sont les contraintes de coûts de sécurité, etc. Donc voilà, oui, c'est un projet qui doit être mené sérieusement si on veut industrialiser les choses. L'avantage de ce type d'outil, c'est qu'on peut très facilement avoir des premiers résultats, ce que je vous disais tout à l'heure,
de digitalisation, c'est-à-dire qu'on peut très facilement avoir des résultats tangibles tout de suite. Mmh. Maintenant, si on veut en faire quelque chose qui est vraiment une force de frappe avec plusieurs dizaines de robots, voire centaines de robots, eh ben, oui, il faut y réfléchir un peu sérieusement avec vos architectes, avec les nôtres, et de voir qu'est-ce que ça implique en termes encore une fois, de machines, réseaux, serveurs, sécurité, etc. Donc ça c'est le plaisir de nos métiers depuis 20 ans, en tout cas pour ma part, de traiter aussi tous ces aspects-là. Bien, on arrive au bout de cette présentation, parce qu'on a pas mal débordé. Merci à vous pour toutes vos questions. Merci Stéphane pour cette présentation. Vous trouverez également la présentation disponible sur le site donc, de Webikeo. Vous pourrez la télécharger. Et merci beaucoup et on vous dit à très bientôt pour d'autres sujets. Très bien, volontiers. Merci à vous et bonnes vacances. Exactement. Bonnes vacances à tous. Passez tous de bonnes fêtes. À très bientôt. Au revoir.